Bonjour et bienvenue sur ANews Mobility, le média en ligne 100% consacré au secteur des mobilités. Et pour cette nouvelle grande interview, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Fugit. Vous êtes député de la 11e circonscription du Rhône. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors, vous êtes docteur ingénieur en chimie, enseignant-chercheur de métier, notamment sur les questions d'environnement et de pollution de l'air. Vous avez été élu à 47 ans député de la 11e circonscription du Rhône en juin 2017. Donc vous avez mis entre parenthèses votre activité professionnelle pour vous consacrer entièrement à votre mandat. Alors votre circonscription, elle recouvre quelle population, combien de communes, quelle superficie à peu près? Alors je suis député du Rhône, donc c'est au sud du département du Rhône, donc au sud de Lyon, avec la ville-centre qui est la ville de Givors. Donc c'est une circonscription qui comprend 38 communes, 136 000 habitants, avec une partie à la fois rurale, urbaine et périurbaine. Donc la superficie, je ne l'ai pas en tête précisément, mais c'est le croissant sud du Rhône, donc voilà, avec une partie rurale qui est très connue pour la production de ces vins, par exemple. C'est mi-rural, mi-urbain ou Oui, c'est plus à... il y a du rural, de l'urbain et du périurbain, parce qu'on est aussi un milieu rural dans lequel habitent beaucoup de personnes qui travaillent sur la métropole de Lyon, voire même sur Saint-Étienne, et puisqu'on est finalement entre Lyon et Saint-Étienne. Et puis, il y a une partie plutôt urbaine, donc sur certaines communes, et périurbaine, donc au sud de la métropole, notamment les villes de Givors ou de Grigny. Alors j'ai listé un petit peu tout ce sur quoi vous travaillez ou vous avez travaillé, donc l'environnement, le développement durable, les mobilités, l'agriculture, le glyphosate, les bâtiments, les énergies dont l'hydrogène, j'ai vu. Peut-être que j'en oublie, c'est tout ensemble, non? C'est évolutif. Alors, je suis membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je suis très attaché aussi aux questions agricoles. Alors, lié à l'Assemblée nationale, c'est ça? Pardon? Lié à l'Assemblée ou pas du tout? Alors, je travaille sur ces questions-là liées à l'Assemblée nationale, mais donc la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée. Et puis, je travaille aussi au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ce qu'on appelle l'OPEX, qui réunit à la fois des sénateurs et des députés. Et donc, ayant mis mon activité professionnelle entre parenthèses pour être ce que j'appelle un député à temps plein, aussi bien dans le territoire, en circonscription, que donc à l'Assemblée nationale pour travailler à la fois sur les lois et les grands sujets, eh bien, je peux prendre le temps de travailler et approfondir ce sujet. Je pense qu'on doit être utile quand on est dans ce type de mandat. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à la fois, j'ai souhaité m'investir sur pas mal de problématiques liées donc, finalement au quotidien et d'une manière générale à la transition écologique. Et puis, d'autre part, aussi être totalement disponible intellectuellement. C'est la raison pour laquelle je ne cumule ni avec un autre mandat, ni avec une activité professionnelle. Et tout ceci n'empêche pas d'être réélu, puisque j'ai la chance d'être revenu en saison 2. Voilà. À plus de 64% au second tour. Alors, c'est le début de mes questions et de mon interrogation. Je voulais vous avoir là-dessus. C'est effectivement, vous nous expliquez que vous faites partie de plusieurs commissions, soit parlementaires, entre Sénat, Assemblée, etc., groupes de travail et tout ça. Et là, quand on commence à s'intéresser à tout ce qui est climat, réglementation, sans remonter à la loi sur l'air de 76, 1996, on se rend compte qu'il y a une espèce de millefeuille, enfin, de commissions, de choses. Alors, on y perd un peu son latin, même en regardant, parce que même en essayant de prendre des notes, en regardant de près, et on se dit qui travaille sur quoi et qui prend les décisions, finalement, puisqu'il peut y payer les commissions de travail, mais au final, qu'est-ce qui vote? Est-ce que vous pouvez un peu éclairer notre lanterne et par exemple, dérouler le fil un petit peu de tout ça? Peut-être prendre un exemple sur le mandat donc précédent, de 2017 à 2022. Moi, par exemple, de 2017 à 2022, j'étais membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée. L'Assemblée, elle a travaillé à la fois sur des propositions de loi que peuvent faire donc les parlementaires et à la fois sur des projets de loi qui viennent du gouvernement. Et en parallèle, j'ai présidé le Conseil national de l'air, présidé de manière bénévole. Et cette présidence du Conseil national de l'air, le Conseil national de l'air, c'est quoi? C'est une sorte de parlement de l'air avec autour de la table à la fois les pollueurs, à la fois le monde agricole, à la fois donc l'industrie, le monde agricole, les collectivités territoriales, les ministères, mais aussi les associations environnementales. Et donc, on réfléchit, on travaille sur les problématiques d'air intérieur et d'air extérieur. Donc là, il y a toute la société. Voilà. Et donc, ce conseil, il est consultatif et en même temps, il donne, s'il le souhaite, il peut se saisir de certains sujets. C'est ce que j'ai fait en tant que président.
président, et il peut s'auto-saisir, et puis il peut aussi, évidemment, travailler sur les différentes lois. Et quand, par exemple, on a travaillé sur la loi d'orientation des mobilités, à laquelle on reviendra, ou sur la loi climat-résilience, eh bien, j'ai pu, avec ce conseil, aller travailler, approfondir les sujets, pour ensuite aussi faire partie de ceux qui les portent à l'Assemblée nationale, dans le cadre, cette fois maintenant, de l'examen de la loi. Donc, on a des conseils, des organisations qui sont consultatives, et ensuite, au niveau de l'Assemblée, du Parlement, on a le travail d'abord en commission, qui est un travail préparatoire du texte de loi, et ensuite, on a le travail en séance publique, donc ce qu'on appelle dans l'hémicycle, ce qui est le plus un peu spectaculaire, où on va affiner et donc travailler avec le gouvernement et les différents groupes politiques le vote de la loi. Alors aujourd'hui, on a ajouté une nouvelle couche, entre guillemets. Il y a des conventions citoyennes. Tout à fait. Où là, ce sont que des citoyens tirés au sort qui... alors, en fait, est-ce qu'on n'est pas... On crée pas des organes annexes ou parallèles ou complémentaires qui font en fait le travail des commissions que devraient faire les commissions de l'Assemblée? Non, c'est tout à fait complémentaire. Moi, je l'ai vu à travers notamment le grand débat national. En 2018, j'ai organisé 13 ou 14 séquences de ce grand débat national dans mon territoire sur différents sujets, institutions, fiscalité, transition écologique. Et c'est vraiment très, très intéressant. Vous savez, un parlementaire, quand il est au contact de la population, donc il est là pour écouter, expliquer, éventuellement se faire un petit peu tenser, ce qui est normal, hein, mais échanger, et en même temps, il nourrit sa réflexion. Il nourrit sa réflexion de ce qu'il entend, de ce qu'il comprend, etc. Et donc, quand nous sommes parlementaires, il ne faut pas voir des élus et des citoyens, il faut se dire que le parlementaire est un citoyen élu. Et donc, en tant que citoyen élu, il est aussi, et d'abord, citoyen. Et donc, en échangeant avec ses concitoyens, eh bien, au-delà du fait qu'il peut expliquer un certain nombre de choses, d'enjeux et de ce pourquoi on travaille, d'un point de vue politique, il peut aussi nourrir sa réflexion et donc faire remonter. L'idée de la Convention citoyenne, c'est intéressant parce que moi, par exemple, sur la Convention citoyenne pour le climat, j'ai travaillé avec des membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il y en avait 150 qui avaient été tirés au sort. Il y en avait 9 dans le département du Rhône. Et 4 d'entre eux ont demandé à me rencontrer. Et donc j'ai eu des réunions d'échange avec eux. C'était très intéressant, ce qui m'a permis d'ailleurs d'être encore plus armé dans ce que je voulais porter lors de la loi climat-résilience. À tel point que dans mon deuxième mandat, j'ai l'ambition, là nous sommes au début de ce second mandat, l'ambition de mettre en place des véritables assemblées citoyennes dans mon territoire pour écouter mes concitoyens de manière encore plus approfondie que ce que j'ai pu faire dans le passé, dans les réunions publiques ou autres, quand je fais des permanences sur les marchés. Je souhaite les écouter, les entendre sur des sujets aussi bien économiques, sociaux que des sujets plus sociétaux. Par exemple, j'envisage d'organiser une assemblée citoyenne sur la question de la fin de vie. Je souhaite savoir ce que mes concitoyens pensent. Et dans les 38 communes, j'ai un territoire assez vaste, je vais organiser 4 séquences dans différents périmètres géographiques, de manière à ce que mes concitoyens puissent venir s'exprimer. Et je souhaite vraiment les entendre, débattre avec eux, et que je puisse voir qu'est-ce qui ressort, quelles sont les attentes, leurs craintes, etc. Et ça, je pense que c'est important dans une démocratie. Il y a trop de pays qui perdent la notion de démocratie. On voit bien que malheureusement la démocratie recule un petit peu dans le monde. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de l'échange, pas avoir peur de la démocratie. Par contre, oui, il faut l'organiser. Et à un moment donné, le parlementaire, quand il va être à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il va bien travailler sur la loi et on va trancher dans les discussions qu'on peut. Alors est-ce que c'est bien de faire des petites assemblées en local, mais de prendre l'avis des gens, mais s'il n'y a pas des professionnels en face, en fait, ils vont donner un avis ou une opinion qui ne sera pas forcément étayée par des arguments. C'est la raison pour laquelle, dans une assemblée citoyenne, comme l'a fait d'ailleurs la Convention citoyenne pour le climat, elle a auditionné beaucoup d'acteurs pour comprendre, pour évaluer. Et d'ailleurs, nous, on le fait dans les commissions à l'Assemblée nationale, on évalue, on discute. En ce moment, par exemple, nous travaillons sur le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Eh bien, nous rencontrons beaucoup d'acteurs. Et ce n'est pas du lobbying, entre guillemets. C'est simplement qu'il est normal de rencontrer tous les acteurs pour juger. Quand j'ai été rapporteur de la loi d'orientation des mobilités, l'un des rapporteurs, notamment sur la partie, il viendra peut-être développer des mobilités plus propres et plus actives, eh bien, j'ai rencontré aussi bien des associations de piétons, des associations de la Fédération des usagers de la bicyclette, par exemple, que les constructeurs automobiles, etc. Et c'était normal, parce on a une orientation politique que l'on souhaite mettre en œuvre, mais il faut voir comment elle se confronte au réel et comment on va enrichir le texte de manière à ce que ce soit pragmatique et surtout que ça permette d'améliorer selon la direction qu'on le souhaite et aussi de manière réaliste. Parce que si ce n'est pas pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et les enjeux environnementaux par exemple, de notre pays, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Alors par exemple, on va prendre 2 exemples. Le Conseil national sur l'air, en 2018,
par rapport à tout votre travail, est-ce qu'il y a un résultat, quelque chose dont vous êtes fier et qui a été... après, on parlera pas de la même chose sur la LOM. J'en ai plusieurs, mais j'en prendrai un. Déjà, je le dis sans aucune prétention, il suffit d'aller voir les archives. J'ai réveillé ce Conseil national, si je peux me permettre. Il dormait un petit peu, il se réunissait 1 à 2 fois par an maximum. Moi, je le réunissais tous les 1 mois et demi avec des véritables sujets de travail. Et nous avons par exemple fait évoluer l'indice de mesure au quotidien de la qualité de l'air. La qualité de l'air, on mesure un certain nombre de polluants, on a fait en sorte que les particules plus fines que celles qui étaient mesurées, qu'on appelle les PM2,5, les particules plus fines, soient maintenant inscrites donc, de manière obligatoire dans la mesure à partir du 1er janvier 2021. Il a fallu travailler avec beaucoup d'acteurs pour se mettre d'accord sur voir comment on allait le faire, etc., etc. Et donc ça, on l'a piloté. Une fois que j'ai piloté ceci, je l'ai fait adopter par le Conseil national de l'air. J'ai dû convaincre le gouvernement, et je remercie donc la ministre de la Transition écologique de l'époque qui m'a fait confiance sur ce sujet, qui nous a fait confiance et qui m'a fait confiance quand je lui ai présenté les choses, et qui a fait en sorte que ça devienne une mesure, je vais vous donner son nom, elle est actuellement première ministre, c'est notre excellente première ministre, Madame Elisabeth Borne, et donc le politique a fait confiance à ce Conseil national qui a permis de faire avancer, de manière qu'aujourd'hui, la mesure est beaucoup plus réaliste et pragmatique. On a aussi travaillé sur des mesures pour justement améliorer la qualité de l'air dans les locaux, enfin à l'intérieur. On a fait aussi des propositions dont certaines ont été retenues pour l'améliorer, donc la qualité de l'air, ou pour réduire les émissions liées au chauffage au bois non performant, etc. Donc on pourrait prendre d'autres sujets comme ça. Et aujourd'hui, ce type de conseil permet de faire émerger des idées, de faire avancer des convergences que j'appelle positives et de pouvoir les porter d'un point de vue à la fois législatif et réglementaire. Et donc ça, c'est intéressant et c'est finalement tout l'intérêt du travail. Je sais que médiatiquement, on n'en rend peut-être pas suffisamment compte, mais c'est un petit peu dommage. Ça a été pareil sur le glyphosate d'ailleurs aussi. Et sur la LOM, qu'est-ce que vous avez Alors sur la loi d'orientation des mobilités, en tant que rapporteur, l'idée c'est de faire étudier le texte, de l'enrichir, etc. Par exemple, donc moi j'ai souhaité par rapport au projet initial du gouvernement, fait en sorte de renforcer un petit peu les obligations, les impératifs, les orientations, si je peux m'exprimer ainsi, les trajectoires d'évolution progressive pour aller vers la fin des véhicules à énergie fossile. Je ne parlerai pas de fin des véhicules thermiques. C'est une erreur de parler des véhicules thermiques. Il faut parler des fins de la fin des véhicules. Ça, c'est l'Europe qui dit ça, qui a inscrit ça. Voilà, moi je pense qu'il faut inscrire plutôt la fin des véhicules à énergie fossile. Pourquoi ? Parce que si vous écrivez thermique, vous pouvez vous priver d'un moteur thermique qui utilise du biogaz. Or, du biogaz, ce n'est pas un problème. Ou qui utilise même de carburant de synthèse, voire même de l'hydrogène, puisqu'on sait qu'on peut même faire des moteurs thermiques avec de l'hydrogène. Donc voilà pourquoi. Bon. Et donc, ces trajectoires progressives donc, de verdissement des flottes de véhicules pour les services de l'État, pour les collectivités, pour les entreprises, eh bien, il a fallu les travailler, etc. Et donc, on a pu les faire inscrire et j'ai souhaité à la fois renforcer le texte et clarifier certains points aussi. Donc c'est un exemple de mesure, il y en a eu beaucoup dans la partie de l'autre. Ce qui est peut-être un petit peu regrettable sur le volet l'homme, c'est qu'effectivement on parle beaucoup de véhicules, enfin, on a bien ciblé, on a bien cerné, on a bien travaillé sur les véhicules. Il y a on a même renforcé la loi climat résilience. Voilà, on va y venir après, sur les ZFE. Et en revanche, il y a des vecteurs de mobilité qui polluent beaucoup, qui sont les avions. Alors il y a une règle maintenant... S'il y a moins de 2h30, on doit prendre le train. Oui, tout à fait. Et surtout, tout ce qui est maritime et fluvial. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, je sais que la réglementation au niveau international sur les cargos, tous ces bateaux, ou même les gros paquebots qui crachent du fioul lourd, il y a pas. Enfin, on a juste dit ah oui, c'est vrai, ça pollue, mais il n'y a pas de choses plus concrètes que ça, à mon avis. Alors, il y a eu des mesures qui vont pas assez loin. J'en conviens sur les ports pour pouvoir mettre des bornes d'électrification, etc. Sauf que là, vous avez parfaitement raison. Si on prend la partie maritime, c'est que sur les gros bateaux, on a un problème donc de cracher énormément de particules et d'oxyde d'azote, puisque ce sont ces polluants de proximité qui posent le problème, indépendamment même du CO2, puisque je rappelle que finalement, la finalité de tout ça, c'est évidemment d'aller vers la neutralité carbone 2050, avec donc le fait de pouvoir réduire, pour y arriver, entre autres, donc réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et donc de CO2, mais il y a aussi les polluants de l'air, polluants de proximité. Au passage, il faut aussi s'y intéresser sur les oxydes d'azote et les particules. Et quand vous parlez des bateaux, au-delà du fait qu'ils consomment beaucoup d'énergie fossile, donc ils émettent beaucoup de CO2, ils émettent aussi des particules et donc d'oxyde d'azote qui contribuent à dégrader la santé respiratoire
de celles et ceux qui habitent dans ces secteurs. Et donc aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un sujet qui n'a pas été suffisamment travaillé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me mets à y travailler dessus. Et je pense notamment qu'à travers un vecteur énergétique intéressant qui est l'hydrogène, je pense qu'il y a des choses à faire. Je l'ai évoqué récemment donc à Horizon Hydrogène. Je pense qu'il faut que l'on travaille sur ce sujet. Moi, je souhaite le porter. Je discute et je travaille avec des associations. Et c'est quelque chose sur lequel je souhaite pousser donc, le gouvernement actuel à prendre des mesures à terme et à encourager donc, à aller vers l'usage et l'utilisation de l'hydrogène. Y compris sur ce qui est plus proche de nous, c'est-à-dire tout ce qui est fluvial, les bien canaux, sûr, bien sûr. Qui, pareil, les péniches qui poussent, qui crachent du fioul. Exactement. Mais à un moment donné, on avait aussi identifié, vous savez, il y avait eu un problème aussi qu'on avait identifié, c'est que sur les fabricants de moteurs, dans ce secteur-là, on était quand même assez en retard au niveau des évolutions technologiques. Donc, inscrire des obligations dans la loi dont on sait pertinemment qu'elles ne pourraient pas être tenues, ça n'avait pas de sens. Voilà. Et donc, en fait, quand on a inscrit un certain nombre d'obligations pour la partie véhicules terrestres, donc si je peux m'exprimer ainsi, en 2019, faut quand même, en même temps, ne pas oublier que dans les milieux urbains denses, on a quand même un véritable problème, à la fois des gaz à effet de serre que l'on émet, mais aussi de cette qualité de l'air qui se dégrade, qui est dégradée, pardon, et avec des oxydes d'azote et des particules fines en quantité non négligeable, et il faut s'y attaquer. Et s'attaquer aux véhicules à énergie fossile, c'est vraiment répondre à la problématique des oxydes d'azote, puisque je rappelle que 2/3 des oxydes d'azote qui sont émis dans nos milieux urbains denses sont liés au transport avec des véhicules à énergie fossile. Pour les particules fines, c'est moins vrai, puisque pour les particules fines, on a un équilibre entre la partie transport et la partie chauffage au bois non performant. Je dis bien le non performant. Alors on a vu tout à l'heure qu'on concertait, on réunissait, on réfléchissait et on proposait. Et puis il y a des textes qui sortent. Puis après, là, par exemple dans la loi climat et résilience, il y a quelque chose qui va bientôt toucher plein de gens, qui commence à toucher, je crois, une dizaine de collectivités déjà, ou de métropoles. Ce sont les ZFE. C'est les fameuses 42 ZFE. Et là, on se dit que si on met ça en application selon le calendrier qui est prévu, on prive, je sais pas, un tiers des gens de leur voiture, qui en plus n'ont pas les moyens. Ceux qui ont ces voitures n'ont pas nécessairement les moyens d'en racheter une propre, qui correspondent à leur usage, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que là, il ne pourrait pas y avoir, à ce niveau-là, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir un petit peu, être un petit peu plus vertical et dire, bah voilà, on fait une loi pour la France, parce qu'en plus, chacun décide de ce qu'il fait avec son calendrier, définit ses zones. Alors, je vais essayer d'expliquer assez simplement et clairement les choses. Dès la loi d'orientation des mobilités, nous avons créé l'outil ZFE Mobilité. Dans la loi d'orientation des mobilités. Pour quel secteur? Pour les 11 agglomérations les plus touchées par les dépassements réguliers en oxyde d'azote et en particules fines qui impactent la santé de nos concitoyens. Ce sont quand même plus de 40 000 décès par an. Il ne faut quand même pas l'oublier. On a créé avec l'idée de la mettre en place d'ici fin 2021 et ensuite avec un calendrier sur lequel on a laissé la main aux collectivités. Pourquoi? C'est une loi d'orientation. Si vous donnez la main aux collectivités, si vous donniez pas la main aux collectivités, vous pourriez avoir des gens qui disent mais l'État décide tout pour nous, nous on connaît mieux le territoire, etc. Donc laissez-nous faire. Et de l'autre côté, on peut avoir en effet des calendriers qui sont un peu trop rapides. De mon point de vue, c'est pas le problème de mettre en place une ZFE, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que certains ont un calendrier de déploiement qui est trop rapide, parce que c'est éliminer les véhicules les plus polluants au moins polluants au fur et à mesure. Vous pouvez avoir la ZFE de Lyon et celle de Saint-Étienne. Ou de Grenoble, par exemple. Qui sont complètement différentes. Oui, c'est ça. Grenoble, donc moi, je souhaite une harmonisation régionale. Mais ça je l'évoque assez souvent. Et surtout, on a quand même des mesures d'accompagnement qui, moi je le dis, elles sont insuffisantes. Mais il y a quand même mis en place des mesures d'accompagnement pour notamment donc, la prime à la conversion, entre autres, plus d'1 million de véhicules entre 2018 et 2022 ont pu être changés en véhicules moins polluants, etc. Si vous me dites qu'il manque encore des moyens financiers, etc., je suis entièrement d'accord. Il faut aussi que les constructeurs puissent massifier pour pouvoir, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité que les entreprises aient aussi des obligations régulières à monter en puissance qu'on a prévues dans la loi d'orientation de mobilité, j'essaie d'être clair, c'est progressivement jusqu'à 2030. Et l'idée, c'est que les constructeurs puissent, à travers les entreprises qui achètent du véhicule neuf, puisque un véhicule neuf sur deux est acheté par l'entreprise, on puisse générer aussi des véhicules d'occasion plus accessibles, et donc en massifiant la production, on baisse aussi les coûts. On sait qu'il y a des études qui nous montrent qu'aujourd'hui, les véhicules électriques et des véhicules essence entrée de gamme se retrouvent à peu près au même prix de coût de production vers 2026-2027. Donc tout ça est intéressant, il fallait bien initier quelque chose.
Par contre, je tiens à dire que les 43 ZFE, non pas 42, c'est un renfort de la loi climat-résilience qui est intervenue en 2021 après 2019. Oui, parce qu'on est passé de métropole de 150 000 à 100 000. À plus de 150 000. Non, c'est toutes celles qui font plus de 150 000. Avant, au début, les 11 premières, ça a fait l'objet d'abord d'un engagement entre la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, on y revient, en octobre 2018, avec, j'étais à l'époque président du Conseil national de l'air, et les 11 donc, agglomérations avaient été réunies au ministère. Il y a eu un engagement réciproque de dire il faut qu'on améliore la qualité de l'air que nous respirons. Les Allemands font des choses comme ça, des zones de restriction de circulation. Les Italiens le font. Pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Il y en a plus de 200 chez eux. Donc nous, on doit le faire. Encore une fois, avec un calendrier qui est réaliste. Parfois, je trouve que les calendriers, dans certaines zones, vont trop vite. Et c'est ça qui braque. Et là, il y a un risque. Et donc, il s'agit d'avoir un calendrier adapté et il s'agit d'avoir des mesures d'accompagnement social et d'acceptabilité qui soient importantes. Elles ne sont pas suffisantes. Vous voyez, on vient encore de les renforcer dans la loi de finances récemment. Donc moi, j'avais proposé, par exemple, que le prêt à taux zéro intègre le fait qu'on puisse mettre des véhicules qui sont rétrofités, des choses comme ça, parce que le rétrofit est aussi une solution. Donc en fait, il y a un mix de solutions pour essayer, pour accompagner nos concitoyens. Il en faut plus, il faut des moyens. Par contre, on a une obligation, on a une orientation politique qui est très claire, c'est de dire on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais on va aussi diminuer donc, les émissions de polluants dans ces zones urbaines denses, parce qu'il y a un véritable impact sur la santé publique. Et il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, il n'est pas contre les gens, il est contre les polluants. Et quand je vois aujourd'hui un groupe politique à l'Assemblée nationale qui propose purement et simplement, dans une proposition de loi qu'ils ont déposée pour le mois de janvier, de supprimer les zones à faible émission, je trouve que c'est un scandale parce que ce n'est pas respecté les orientations politiques qui ont été prises pour améliorer la santé respiratoire de nos concitoyens. Parce qu'on parle de santé respiratoire. On sort de la crise du Covid. J'ose espérer que tout le monde voit de quoi on parle quand on parle de santé respiratoire. Donc l'idée, ce n'est pas d'empêcher les gens, il faut accompagner. Parce que, vous savez, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « j'ai envie de polluer les autres ». Par contre, il y a tout le monde qui se pose la question de savoir comment il va faire s'il doit changer de véhicule, exactement, etc. Ouais. Voilà. Et donc, quel véhicule va me fournir pour mon usage. Exactement. Et donc, il faut aider, accompagner et mettre des calendriers qui soient raisonnables. Par contre, on ne faut pas revenir en arrière sur se dire on va purement et simplement arrêter. Non, on est dans une transition. Les transitions, ça coûte, c'est pas facile, ça perturbe, ça vient percuter nos modes de vie habituels, mais cette évolution, il faut qu'on l'accompagne de mieux en mieux sur le plan politique. Et donc, nous sommes vigilants pour ça. Alors, je voulais vous entendre. Là, on a vu les différentes strates en France, les régions, les métropoles, le Parlement, l'État. On est en Europe. L'Europe a ses règles. Enfin, l'Europe, ce n'est pas une entité qui existe comme ça de manière virtuelle. On en fait partie. C'est nous qui la faisons aussi. Mais bien souvent, qui est-ce qui décide au bout du compte en Europe? C'est le Conseil, ce sont les ministres. Avec des ministres des pays qui constituent l'Europe. Oui. Dans la France. Et on évoquait tout à l'heure un petit hiatus, un petit détail, mais on le retrouve sur d'autres choses, c'est-à-dire les définitions. En France, on dit effectivement, on parle de véhicules à faible émission, puisque je crois que de toute façon, en 2030, les véhicules ne devront pas dépasser 95 grammes de CO2, donc il y aura encore un peu de CO2. Ce ne sera pas des véhicules zéro émission. Et en Europe, on dit non, c'est suppression des véhicules thermiques. Alors est-ce qu'on marche sur 2035 pardon. Est-ce qu'on marche sur deux jambes et comment on fait pour ne pas se casser la figure ou pour ne pas être déséquilibré? Parce que ça, c'est encore quelque chose en plus d'incompréhension. Il faut bien distinguer CO2, les émissions de CO2, des émissions de polluants de proximité tels que les oxydes d'azote. On est bien d'accord. Alors là, 95 grammes, c'est du CO2. C'est du CO2, voilà, parce que si c'était 95 grammes d'oxyde d'azote, ça serait grave. Oui, ça serait grave. Mais donc, il faut bien distinguer ceci. Ensuite, l'objectif en France, c'est la fin des véhicules, donc de la fin de la vente des véhicules à énergie fossile d'ici à 2040. Si ça peut se faire pour 2035, c'est très bien. Sauf que quand on a mis 2040 à l'époque, c'est parce que quand on le met en 2019, on dit voilà, il y a une génération, il y a 20 ans pour le faire de manière progressive. On l'a mis aussi sur les poids lourds, etc. Et c'est pour ça aussi qu'à côté, vous avez le plan hydrogène, vous avez tout ça, le développement de l'électrique, il y a aussi la réindustrialisation derrière, qui permet aussi de produire. Et il faut aussi être un peu optimiste et investir. Et il y a eu aussi des gros investissements dans le cadre du plan de relance et aussi de France 2030. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'hydrogène. Et d'ailleurs, on vient de remettre encore... Tout à fait. En 2018...
Premier plan d'hydrogène qui est lancé, un peu expérimental, 1er juin 2018, 100 millions d'euros. La France met sur la table. 2 ans plus tard, plan de relance, 2020, 2 milliards pour 2021 et 2022. Plus les milliards de l'Europe. Et, bien sûr, et en 2021, dans le cadre de France 2030, quand le président de la République présente France 2030, avec toutes les perspectives dans tous les domaines, c'est 7 milliards de plus, c'est-à-dire 9 milliards finalement, entre les deux du plan de relance et les 7, d'ici à 2030. Et donc là, il y a de quoi développer l'écosystème, toute une chaîne de valeur autour de l'hydrogène. Tout ça prend du temps. En revanche, ça va permettre à la fois de décarboner l'industrie et à la fois, sur les mobilités, eh bien, d'aller vers la décarbonation et aussi aller vers les véhicules donc, faible émission et des véhicules qui n'émettront plus d'oxyde d'azote en sortie de l'échappement. Alors ça m'amène à mon autre question, c'est quoi, au sens de l'Europe, au sens de la France et au sens de Jean-Luc Fugit, c'est quoi un véhicule propre? Alors, j'allais dire entre guillemets qu'un véhicule propre... Est-ce que c'est le même? Non, mais moi je roule avec un véhicule électrique, mais je ne dirais pas qu'un véhicule électrique est propre. Un véhicule électrique, il n'a aucune émission au niveau de l'échappement. On est bien d'accord. En revanche, il a comme tous les systèmes, le système de freinage, il émet des particules, et puis il a fallu le construire, le fabriquer. Donc en fait, il faut raisonner à l'analyse de cycle de vie complet. Alors il ne faut pas extraire des phrases ce que je dis à celles et ceux qui nous écoutent, mais il faut regarder les choses de manière globale. Et si on regarde les choses de manière globale, on s'aperçoit qu'en réalité, le véhicule propre n'existe pas. En revanche, il y a des véhicules qui, donc on le met entre guillemets, qui sont plus propres que d'autres. C'est la raison pour laquelle, dans la loi d'orientation des mobilités, j'ai souhaité que la partie sur ce volet-là s'appelle développer des mobilités plus propres. Et je n'ai pas voulu que ça s'appelle, moi, développer des mobilités propres. Des mobilités plus propres. Parce que c'est bien l'idée que c'est quelque chose de moins impactant. Parce qu'à partir du moment où il y a utilisation de l'énergie, où il y a construction, voilà, le propre au sens, il ne se passe rien, ça n'existe pas. En revanche, on peut choisir ce qu'il y a de moins mauvais. Quand on fait les grands choix énergétiques, quand le président de la République présente le 10 février dernier la stratégie énergétique, c'est bien celle qu'on a déclinée pendant tout le mandat et qu'on a bien confirmée, c'est de dire, voilà, on a le renouvelable, on a le nucléaire, on a le fossile. L'orientation, c'est la sortie progressive des fossiles dans tous les domaines. Et donc on s'appuie sur les 2 autres jambes. Non pas que les 2 autres jambes ne posent pas un certain nombre de problèmes, mais elles en posent beaucoup moins sur les évolutions climatiques, etc., que les énergies fossiles. Et donc en fait, on fait le choix de sortir de ce qu'il y a entre guillemets, de plus mauvais, de plus impactant. Donc tout est dans le relatif, mais encore faut-il faire l'effort intellectuel de ne pas trop simplifier et de bien montrer qu'on choisit ce qu'il y a de moins mauvais. Alors j'ai une dernière question, c'est sûr, qui porte, c'est beaucoup plus global, c'est votre point de vue sur le réchauffement climatique. Et puis après, une deuxième question qui est liée. Il y a des chercheurs, enfin un consensus général qui part de la Bible actuelle, qui est le rapport du GIEC, et puis qui actualisé au fur et à mesure, c'est voilà, la Bible qui dit, le GIEC a dit ça, donc c'est la Bible, donc il faut faire ça, ça, ça. Et puis il y a d'autres chercheurs qui disent, attention, si on regarde, on prend une vision un peu plus systémique, si on prend un peu plus de hauteur, il y a aussi d'autres points qui sont importants. Alors je vous en parle parce que vous avez traité aussi d'agriculture, qui disent, mais le plus gros climatiseur ou poumon de la Terre, c'est la forêt. Donc il faut arrêter il faut commencer par arrêter la déforestation, il faut arrêter de bétonner, il faut arrêter de bitumer. Donc votre point de vue sur le réchauffement climatique et puis sur les priorités? En fait, les deux sont liés. C'est vrai que les évolutions climatiques, elles sont là et il s'agit de réduire les émissions de CO2 qui ont amplifié l'effet de serre. N'oublions pas que l'effet de serre est un phénomène naturel qui est amplifié par le fait qu'on a relargué beaucoup plus de CO2 que celui qui a été fixé dans le pétrole, dans les... on a un déséquilibre. On a un déséquilibre. Et la molécule de CO2, en plus, c'est une molécule particulièrement stable qui a une durée de vie de l'ordre de 100 ans. Et donc, du coup, cette amplification, elle est assez forte. Et surtout, si on ne réduit pas... Les réductions que l'on fait maintenant auront un impact plus tard. Oui, il y a une inertie. Il faut accepter l'idée qu'on ne le fait pas pour nous nécessairement, même s'il s'agit de freiner. Et donc là, on a quelque chose d'assez important. Quand vous dites le rôle des forêts est important, c'est le rôle de l'agriculture dans son ensemble et des forêts, si je mets agriculture et forêt ensemble. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, on en a besoin pour s'alimenter. Je rappelle des évidences, mais je le rappelle quand même. On en a besoin pour entretenir nos paysages. On est tous bien contents de se promener dans des beaux paysages, dans des beaux bocages, etc. Moi, je le vois dans ma circonscription. Et on a aussi besoin de l'agriculture pour atteindre la fameuse neutralité carbone 2050. Et on a besoin des forêts. Parce qu'en effet, entre le sol, la végétation et les forêts, on a de quoi capter beaucoup de CO2. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'il faut arrêter de déforester.
sais pas si j'ai dit le bon mot. En l'occurrence, au passage, je me réjouis de voir que le nouveau président brésilien sera beaucoup plus allant sur le sujet que l'ancien, qui était, à mon avis, très dangereux à plusieurs titres, notamment celui-ci. Et puis, on a pris, par exemple, de la loi climat et résilience des mesures pour aller vers le zéro artificialisation nette, donc à terme en France, c'est-à-dire en tout cas de réduire déjà le régime d'artificialisation. Et le rythme, pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut rénover, il faut réhabiliter, beaucoup plus qu'il ne faut bétonner. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et changer les bétons aussi. Exactement. Gros consommateurs de sable et d'eau. Exactement. Et si je peux me permettre, accompagnons notre agriculture. Et pour ça, notre agriculture, aujourd'hui, on va devoir concilier au niveau mondial la réduction de l'impact environnemental de nos activités, toutes les activités, y compris l'agriculture, et avec le fait qu'il faut nourrir 8 milliards de personnes. Aujourd'hui. Il faut aussi y penser. Et donc, on arrive avec ces 8 milliards. Et donc, je pense qu'il va falloir aussi mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'innovation. Et là, il faut qu'on ait confiance en nos chercheurs. L'innovation technologique, elle doit être mise au service de cette transition. Et de manière générale, écologique, on le voit avec beaucoup de choses. On l'a évoqué, on a parlé d'hydrogène tout à l'heure, mais dans le monde agricole, il y a des choses à faire. Oui, il y a sur l'eau, sur les espèces, sur l'adaptation. Il y a des grandes aberrations. Voilà, et il faut qu'on réduise la part des phytos, l'usage des phytos. Et toute la plaine d'Alsace, de Mulhouse à Strasbourg, qui est en maïs. Il y a peut-être des choses à faire évoluer, ça paraissait évident. Il y aura peut-être à un moment donné, oui, peut-être il faudra faire aussi de la planification écologique, y compris dans le monde agricole. Il faut l'aborder. Mais vous savez, moi je le vois, j'ai discuté avec les agriculteurs dans ma circonscription, qu'ils soient dans la céréale ou qu'ils soient des arboriculteurs ou des viticulteurs. Sincèrement, ils en ont conscience. Oui, ils s'adaptent et ils sont toujours prêts à le faire. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des professions qui évolue le plus vite quand on regarde, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont aussi la météo en face, et eux, ils sont obligés de s'adapter. Mais moi, j'ai aussi, je le dis, je vais finir par un point d'optimisme aussi, dire que moi, j'ai confiance en ce que l'innovation peut nous apporter. Et donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc la solution, c'est pas je n'ai pas confiance dans les chercheurs, dans l'intelligence des hommes, on fait de la décroissance, point final. C'est un discours qui existe. Oui, je sais, mais moi je préfère le discours de la confiance à la science plutôt qu'être basé sur des croyances. Je pense qu'il faut plutôt aller sur la science. Elle nous a quand même permis de vivre plus longtemps. La santé, on voit bien toutes les évolutions que ça peut nous apporter. Et je pense qu'on a encore beaucoup d'évolutions à aller chercher grâce aux technologies. Et donc, faisons confiance à nos chercheurs. Et puis, c'est aussi, si on a un pays qui investit vraiment dans l'innovation, la recherche technologique, ce que l'on suit, nous, avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques technologiques, ça va donner aussi à notre jeunesse l'idée de se mobiliser, de mobiliser sa matière grise pour ces sujets-là, et donc c'est très bien. Surtout qu'en France, je me plais à le répéter à chaque fois, on a de très très bons ingénieurs d'un très très bon niveau. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Dommage, on les pique souvent, des fois, mais bon. Faisons en sorte de créer des écosystèmes économiques pour qu'il reste plus chez nous. Jean-Luc Fugit, on arrive au terme de cette interview qui était intéressante et enrichissante. On a parlé de tous les sujets sans problème. Merci de nous l'avoir accordé. Je rappelle que vous êtes député de la 11e circonscription du Rhône et que vous travaillez sur les questions d'environnement, entre autres. Merci également à nos auditeurs et spectateurs à qui nous donnons prochainement rendez-vous pour d'autres interviews, des grandes, des petites, des moyennes. Pour information, la prochaine sera consacrée à un chercheur spécialiste du réchauffement climatique. On vous en saurez plus très vite. À très vite donc sur ANews Mobility. Merci encore. Et merci encore à vous, Jean-Luc Fugit. Merci.